Sous réserve d'être salubres, nos rivières abritent un nombre très important de larves diverses. La plupart servent de nourriture à d'autres espèces, telles que les batraciens, certains petits mammifères, les oiseaux insectivores et les poissons. L'intérêt alimentaire des salmonidés pour ces invertébrés, lesquels deviendront un jour des insectes, aura probablement suscité l'idée de pratiquer la pêche à la mouche artificielle. C'est la spécificité du matériel qui différencie la pêche à la mouche des autres pratiques. Notre équipement comprend des waders, un gilet accessoire, une épuisette peu encombrante, une canne et un moulin muni d'une soie. La canne a une longueur variant entre 6 et 12 pieds. Elle se doit d'être légère et résistante. Sa fabrication fait appel à ces matériaux de haute technologie que sont le carbone ou le bore. Le moulin, lui aussi conçu dans l'une de ces matières de luxe, se caractérise quant à lui par sa fixation sur le talon de la canne. Il allie à la fois solidité et allègement afin de garantir le parfait équilibre de l'ensemble. Une soie naturelle ou artificielle garnit le tambour. C'est elle qui, sous l'impulsion fournie par la canne, permet de projeter le bas de ligne sur lequel est fixée notre mouche à la distance souhaitée. Ceci avec une grande précision. La pêche à la mouche se pratique selon un cycle repris dans le règlement du permis de pêche. Toutefois, le moment où la truite se montre la plus active se situe entre mai et juin. À cette époque ont lieu les grosses éclosions de mouches de mai, de mouches de pierre et de sedge. Ces métamorphoses attirent inéluctablement les gros poissons qui généralement se nourrissent sur le fond de larves diverses et d'alevins. C'est avec frénésie que les truites montent sur les subimagos de mouches de mai qu'elles apprécient tout particulièrement. Mettant à profit cet instant privilégié, le pêcheur attentif emploiera une imitation de cet appât très prisé par Dame Truite. Voici comment réaliser ce leurre, tout en sachant que le but n'est pas de créer une reproduction parfaite de l'insecte, mais d'en garder grandeur, forme générale et couleur. Sur cette table sont installés les différents outils et matériaux nécessaires à la réalisation de notre artificiel. J'ai choisi la mouche de mai et je dois avouer qu'elle n'est pas la plus simple à réaliser. L'aiguille fixée dans les mâchoires de l'étau et imbibée de Softex est recouverte par enroulement de Fly-Rite. Nous profiterons de cette opération pour emprisonner les 3 fibres de plume noire et le cordon gris foncé. Ensuite, nous procéderons à l'enroulement par spirale du cordon afin d'obtenir la segmentation de l'abdomen. Ce corps sera partiellement dégagé de l'aiguille afin de lui donner la forme désirée. Après séchage, il sera coupé à bonne dimension. Puis enfilé sur l'hameçon. Avec la soie de montage, on forme un petit bouchon sur lequel notre corps vient se coller définitivement. Le dubbing double est préparé puis mis en attente. Une plume du cou de coq dont les fibres duveteuses auront été enlevées et une pincée de poils de cervidés teints en jaune seront fixés devant l'abdomen.
Nous couperons ensuite tous les excédents. Dès à présent, enroulons le dubbing afin de reproduire le thorax, puis la plume qui formera la collerette. Cette collerette est très importante car c'est elle qui permettra à la mouche de flotter tout en gardant les ailes à la verticale. Il ne reste plus qu'à former la tête avec l'outil spécial et terminer par la pose d'une goutte de colle qui consolide l'ensemble. Notre mouche est terminée et je suis certain qu'elle nous donnera entière satisfaction. Nous, pêcheurs au fouet, trouvons notre bonheur au contact de la nature. Notre plus belle récompense est de leurrer une belle fario avec une imitation que nous avons réalisée. Et pour la joie que ce beau salmonidé nous a procurée, le remercier en lui rendant sa liberté.